Alors bonsoir à tous, merci à vous tous d'être là dans la salle ce soir et à ceux qui regardent sur internet. Donc ce soir, c'est un thème un peu particulier qu'on aborde. On aborde la question des miracles eucharistiques qui, selon nous, sont un argument frappant, intellectuellement solide, en faveur de la vérité de la foi catholique. Donc d'abord, j'aimerais, avant de parler des miracles eucharistiques, faire un petit rappel préliminaire sur l'Eucharistie et pourquoi les catholiques croient à la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Alors on y croit d'abord parce que Jésus l'a enseigné. Si vous avez lu le discours de Jésus sur le pain de vie dans Jean chapitre 6, versets 48 à 58, Jésus enseigne très clairement qu'il est présent dans l'hostie. Il dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel, celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie en lui. » Et il dit « Mon corps est une vraie nourriture et mon sang est une vraie boisson. » Donc c'est la raison, c'est pour cela que nous, les catholiques, nous croyons que Jésus est présent dans l'Eucharistie, c'est parce que Jésus l'a enseigné. Et on a de bonnes raisons de penser que Jésus est quelqu'un de crédible, pour plein de raisons différentes, notamment parce qu'il y a de bonnes raisons de croire qu'il est Dieu, donc ça c'est une autre question. Mais voilà, on croit à la présence réelle parce que Jésus l'a enseigné. Mais il se trouve que les miracles eucharistiques servent de confirmation a posteriori de la vérité de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Aujourd'hui, à travers les travaux de la science moderne, on est capable de confirmer et d'attester que, objectivement, il y a eu un miracle, en tout cas un changement radical qui se réalise sur l'hostie après la consécration du pain, pendant la messe, et donc que notre foi fondée sur l'Eucharistie n'est pas juste une foi irrationnelle, mais qu'il y a en plus des arguments qui viennent la confirmer a posteriori. Et donc, évidemment, notre foi n'est pas fondée sur les miracles, mais si certains d'entre eux sont vrais, alors ça sert d'une bonne confirmation a posteriori pour la foi catholique. Et donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à étudier les miracles eucharistiques. Alors, on a environ 136 cas de miracles eucharistiques qui ont été répertoriés à travers l'histoire. Ces miracles eucharistiques ont été répertoriés par un futur saint qui s'appelle Carlo Acutis, qui s'apprête à être canonisé bientôt. Et qui, lui, a passé beaucoup de temps à faire ce travail qui répertorie ces miracles à travers l'histoire. Et alors, Carlos Acutis est mort en 2006, et depuis 2006, on a eu d'autres miracles eucharistiques qui s'ajoutent à ces 136 et qui, eux, sont encore meilleurs en qualité parce qu'ils ont été confirmés par des études scientifiques. Et donc, ce soir, on va vous en parler de 5 d'entre eux, qui sont Lanciano, Buenos Aires, Tixla, Sokolka et Legnica. Et on va vous expliquer pourquoi ces miracles eucharistiques sont bien attestés par la science, et j'aurai la chance d'être accompagné par un professionnel, un cardiologue professionnel qui pourra nous éclairer au plan scientifique sur cette question. Moi, je ne suis pas scientifique, mais je connais un petit peu le sujet, mais avec beaucoup moins de rigueur et de précision que mon ami Franco Serafini ici, donc qui sera là pour m'épauler et qui guidera la plupart de cette conférence. Alors, on peut commencer par le premier cas. Le premier cas de miracle eucharistique le plus connu, probablement, peut-être vous en avez déjà tous entendu parler, c'est le cas de Lanciano. Lanciano, une petite ville en Italie, où au 8e siècle, à peu près au 8e siècle, vers l'an 750, on rapporte qu'il y aurait eu un miracle. Donc pendant la messe, un prêtre qui doutait de la vérité de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie aurait vu l'hostie, sous ses yeux, se transformer en chair et en sang. Et l'hostie aurait été montrée à toute l'assemblée, et les fidèles auraient acclamé ce miracle comme étant un signe venant du ciel, un signe très très fort. Alors on pourrait se dire, oui, mais est-ce qu'il y a de vraies raisons d'y croire ? Effectivement, notre premier document, il date de très, très tard après, c'est-à-dire que notre premier document qui atteste de ce miracle, il date du XVIe siècle. Donc on pourrait se dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on croit à ce genre de miracle ? Donc effectivement, s'il n'y avait que les données historiques, moi personnellement, je ne croirais pas à la vérité de ce miracle. Mais la raison pour laquelle Lanciano est un cas solide, c'est pas en raison des données historiques, qui certes sont tardives, c'est en raison des analyses scientifiques qui ont été réalisées derrière sur ce morceau d'hostie. Parce que ce morceau a été préservé dans un ostensoir pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années. Et donc, on sait en tout cas le retracer au moins depuis le XVIe siècle, si ce n'est un peu avant, jusqu'à aujourd'hui. Il est préservé dans un ostensoir. Et donc, en 1970, il y a eu le professeur Eduardo Linoli qui l'a analysé par la science
qui a été mandaté par l'évêque du lieu pour analyser au plan scientifique cette hostie, cette fameuse hostie de Lanciano. Donc il a pris des prélèvements à la fois de la chair et des caillots de sang. Et donc Linoli est un grand scientifique très réputé qui est spécialiste d'histochimie, il me semble. Et donc il a publié dans une revue scientifique. Et en 1971, il donne son compte-rendu le 4 mars 1971, où il nous dit que la chair miraculeuse est vraiment de la chair, constituée de tissus musculaires striés du myocarde. Il nous dit deuxièmement que le sang miraculeux est du sang véritable et que l'analyse chromatographique qu'il a pu réaliser le démontre avec une certitude absolue et indiscutable. Troisièmement, son étude immunologique démontre que la chair et le sang sont bien de nature humaine. Et la preuve immuno-hématologique permet d'affirmer avec toute objectivité et certitude que l'un et l'autre appartiennent au même groupe sanguin AB. Et il peut constater que les protéines contenues dans le sang sont normalement réparties dans un pourcentage identique à celui du schéma sérum protéique dans le sang frais normal. Et, élément important, aucune section histologique n'a révélé des traces d'infiltration ou de substances conservatrices qui étaient utilisées autrefois dans un but de momification. Donc il n'y a pas de substances conservatrices qui seraient susceptibles de venir momifier le tissu. Et donc, je vais peut-être laisser Franco nous développer un petit peu ces aspects scientifiques des études de Linoli, parce que c'est une partie un peu plus technique. Oui, merci Mathieu, et bonsoir aux auditeurs présents en personne et qui nous suivront dans le réseau. Et oui, moi j'ai une grande dette de reconnaissance pour cet homme, ce professeur Odoardo Linoli, un Italien. Il était professeur d'anatomie pathologique dans la ville de Arezzo. Il était au point plus élevé de sa carrière en 1970 environ. Et puis, justement, les franciscains conventuels de Lanciano se sont adressés à lui pour l'ostension qui a eu lieu dans l'automne 70, justement pour essayer de comprendre mieux si cette double relique qu'on se transmet depuis le Moyen-Âge, depuis le profond Moyen-Âge, et dont on n'avait plus, dont, comme Mathieu vient de dire, dont on a un véritable trou philologique qui arrive jusqu'au XVe siècle. Puis après, il y a une documentation absolument très forte, mais nos amis, les franciscains, en 1970, ils se posaient la question, mais est-ce que ça peut être vraiment vrai, cette double relique qu'on se transmet depuis tellement de siècles? Et il décide quelque chose d'assez courageux pour l'époque. Il décide de sacrifier un morceau de cette chair et un morceau de ce sang. Et voilà que le professeur est autorisé donc à exécuter ces prélèvements. À ce moment-là, les 100 jours qui suivent, pendant lesquels il étudia selon un protocole qui avait établi, et il dira quelques années plus tard, vous voyez, il me semblait de marcher 20-30 cm sur terre, parce que il admettra que ces analyses qu'il a eu le privilège et la responsabilité d'exécuter aux années 70, et ils marqueront sa vie, et en fait toute sa vie sera une réflexion, disons 20 ans après il écrira encore, et chaque fois il rajoutera des réflexions successives. Son travail a pu être publié comme un article scientifique sur une revue italienne de bonne qualité. D'ailleurs, il est encore répertorié sur
sur le PubMed. PubMed, c'est le réseau des professionnels, des médecins. Si on recherche un morceau de littérature, on tape un mot-clé et puis on peut trouver toute la production scientifique du professeur Linoli. Et à l'époque, ça c'est un extrait de ce travail, de cette publication. À l'époque, quand on publiait en italien, le journal, si un journal était important, prévoyait comme nom un abstract en anglais. Mais à l'époque, maintenant malheureusement c'est plus le cas, il y avait aussi un résumé en français. Et donc vous pouvez voir que, bon, je vous dis ce qui Mathieu vous a déjà introduit. Il démontre scientifiquement que cette chose mystérieuse qui nous venait du Moyen-Âge est véritablement un morceau de chair, et c'est pas une chair quelconque, c'est du myocarde. Et vous voyez, il y a dans ces images, les images des scellams histologiques nous montrent cette structure qui est faite de... Vous voyez, chaque fibre est comme un pantalon qui entrecroise l'une sur l'autre en faisant une sorte de réseau. Cette image parle et dit à l'expert que c'est du myocarde. N'empêche, mettons-nous à sa place. C'est la première fois dans l'histoire, mais non, c'est facile, tous les miracles eucharistiques nous parlent du cœur, donc on s'y attend presque. Mais imaginez d'être le tout premier homme qui regarde, qui voit ça. Il ressentit le besoin à l'époque de demander de l'aide. Il demanda à son collègue Ruggero Bertelli, qui travaillait dans une autre université, dans l'université de Sienne. Et lui aussi, un anatomopatologue, lui confirma dans cette lettre écrite et signée que ce tissu était un tissu myocardique. C'est intéressant j'ai retrouvé dans un livre italien publié il y a quelques années par un apologète connu qui s'appelle Francesco Agnoli. Il a retrouvé le petit-fils de Ruggero Bertelli et lui demanda des nouvelles de cette époque-là. Et il dit, bon, mon grand-père enseignait l'anatomie humaine et il était non-croyant, mais il abordait la matière avec une approche très rigoureuse d'un point de vue scientifique. Je sais que mon grand-père était très impressionné par cette étude, par le fait d'avoir partagé cette expérience avec Linoli. En tant qu'incroyant rationnel, il regrettait de ne pas avoir trouvé d'explication scientifique à un phénomène qui devait avoir une explication, selon lui. Ce petit-fils s'appelle Ruggero Bertelli, comme son grand-père. Et puis, donc, c'est un fragment de cœur, mais aussi, à Lanciano, on a une double relique, et dans le calice, on a 5 cailloux de sang. Et encore une fois, Linoli démontre qu'il s'agit de véritables sang. Il a eu des difficultés, les analyses plus simples, plus évidentes ne marchaient pas. Il a dû employer un peu d'astuces et de fantaisies, et quand même il arrive à démontrer, vous voyez les images, bon, ça se lit pas très bien, mais il démontre que le sang de Lanciano est du véritable sang, et la chair et le sang sont humains. Il employa une technique qui s'appelait réaction de précipitation de Uhlenhuth. Bon, ce sont des techniques sérologiques, des techniques âgées qu'on n'employerait plus maintenant, mais quand même, à l'époque, était ce qu'il y avait de plus moderne. Et d'autre côté, on parle de techniques qui sont absolument scientifiques.
est répertorié. Et donc, chair et sang humain. Et puis, il démontre pour la première fois aussi la présence d'un groupe sanguin séparément dans la chair et dans le sang. Ça ne doit pas nous surprendre. Les antigènes AB0 du groupe sanguin AB0 sont surtout sur la surface des érythrocytes, mais on le retrouve aussi ubiquitairement aussi dans d'autres cellules. Donc ça ne nous étonne pas. Et le fait qu'on retrouve... Mais il donna beaucoup d'importance au fait que ce groupe sanguin qui est le plus rare dans la population moderne, mais aussi dans la population de l'Antiquité. Par définition, AB est le groupe plus rare parmi les hommes. On en parlera encore plus tard. Et donc, ça va dans la direction de dire que cette chair et ce sang appartiennent vraisemblablement à la même personne. Et puis, ça s'est obtenu avec une technique sérologique qui est datée, mais qui était quand même absolument valable pour l'époque. On en parlera encore plus tard. Et puis encore, vous voyez, l'électrophorétogramme, c'est-à-dire la distribution des protéines qui sont albumine et globuline, alpha, bêta, gamma, etc. Cette image est maintenant dans nos tests, elle est renversée, la droite avec la gauche. On a le pic de l'albumine et puis les globulines qui suivent. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la valeur, pas absolue mais relative, la proportion relative de ces protéines du sang est respecte la proportion d'un homme en bonne santé. Et donc ça rajoute de la valeur à la reconnaissance du fait qu'il s'agissait du sang. Dans ces sangs, il y avait aussi des minéraux. Mais des minéraux, bien sûr, pour la plupart présents en petite quantité, avec l'exception remarquable du calcium, qui était présent en excès dans le sang de l'anciano par rapport à un sang normal. Et donc, Linoli était assez convaincu que son travail démontrait l'authenticité du miracle. Bon, ça, aujourd'hui, on peut être un peu moins tranchant, c'est-à-dire sans doute ces études démontrent la crédibilité, disons, un faussaire médiéval, pourquoi il aurait dû faire quelque chose de si complexe, il dit. Mais quand même, Linoli écrit que seulement une main experte en dissection anatomique aurait pu obtenir une tronche aussi uniforme à partir d'un viscère creux, dans une époque où on ne manipulait pas couramment les organes humains. Et puis, encore, le sang aurait dû se altérer rapidement, tandis qu'il résiste, et le sang et la chair aussi, ils sont encore là, bien présents, bien reconnaissables, et sans la présence d'aucune substance conservatrice ou momifiante. Et voilà. Et bon, cette recherche, à l'époque, fait beaucoup de bruit et donna beaucoup d'importance au miracle de l'anciano. Mais puis, il y a eu aussi un accident de parcours c'est quelque chose qui est quand même malheureusement entré dans l'histoire de
de l'étude scientifique de l'anciano, souvent on cite aussi un fantomatique rapport de l'Organisation mondiale de la santé qui aurait démontré encore plus, encore mieux la nature miraculeuse de l'anciano, mais parce qu'on aurait appliqué 500 techniques différentes et on aurait démontré donc que l'anciano était... Donc, mais ce rapport qui était vraiment fantomatique, qui m'intriguait, je ne comprenais pas. On voyait seulement dans l'Internet des copies floues de sa couverture. Et puis, en fait, au mois de février de l'année 2016, avec ma femme, qui est aussi médecin, on est allé sur place. On a demandé aux franciscains de voir ce rapport. Et ce qui est bien possible, il faut juste demander. Et puis, ils vous sortent d'un coffre-fort ce gros bouquin. Mais en fait, si vous le feuilletez, comme j'ai pu faire, vous découvrez tout de suite que c'est quelque chose de pas sérieux, c'est une imposture, c'est quelque chose qui a préparé ça, qui vraisemblablement s'appelait Giuseppe Biondini. Il a voulu faire quelque chose qui, en fait, c'est une sorte de tir friendly fire, tir amical. C'est quelqu'un qui a voulu en rajouter, mais en faisant une sorte d'autogol, parce qu'en fait, il a pris quelque chose qui existait, qui parlait de momies égyptiennes, et puis il a rajouté juste une première et dernière page qui parle de l'anciano. C'est n'importe quoi, mais malheureusement on continue d'en parler et on risque de mettre en deuxième plan les études bien plus sérieuses et réelles de Linoli. Linoli, on lui demanda 10 ans après, 10, 11 ans après, de regarder encore et de faire des nouvelles lames histologiques avec du matériel qui était avancé, qui était là depuis 10 ans. Et puis, cette fois, il publie sur une revue qui n'est pas une revue scientifique, c'était l'Osservatore Romano, où est la page. Et là, ça c'est très intéressant parce que cette fois, il démontre pas seulement qu'il s'agit d'un morceau de cœur, mais plutôt qu'on a affaire avec un cœur entier, dans sa totalité. Et parce qu'on a bien sûr du myocarde, on le voit très bien, c'est l'image en haut à gauche, mais aussi de l'endocarde, des fragments de tissu adipeux, des vaisseaux sanguins, et puis aussi des fibres nerveuses. Donc, Linoli dit à ce moment-là, donc 12 ans après sa première publication, il s'exprime comme en déclarant que en fait c'est tout l'ensemble de la relique du cœur est un cœur entier dans son entièreté, coupé sur son axe court. Et voilà. Et je pense qu'on peut parler à ce moment du cas suivant. Oui. Alors, donc voilà, là on a vu un cas, Lanciano, le premier cas qui a été étudié scientifiquement dans les années 70, et puis 10 ans plus tard, en 81. Maintenant, on va passer au cas de Buenos Aires, donc, qui s'est passé en Argentine dans les années 90. On a eu plusieurs miracles rapportés à Buenos Aires, pas seulement un. On en a eu en 92 et en 94 et enfin en 96. Donc au total, je crois qu'il y en a 5 qui ont été répertoriés. Les études les plus rigoureuses, les plus développées sur le cas de Buenos Aires concernent plutôt le miracle de 1996, où là on a beaucoup de documentation.
Peut-être avant de parler du cas de 1996, est-ce que tu veux dire un mot sur celui de 1992 avec la docteure Sazotte? Oui, tout commence le 1er mai 1992 dans cette paroisse, une paroisse tout à fait normale dans le centre de Buenos Aires, et une hostie consacrée est retrouvée. Enfin, deux sémilunes sont retrouvées quelque part dans l'église. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour comment est-ce qu'on dit, comme pour jeter de façon respectueuse quand on a affaire à une hostie consacrée qui est sale, qui est trouvée quelque part, qui est profanée, et que c'est pas bien fait, c'est pas hygiénique de consommer de la part d'un prêtre, eh bien l'Église catholique prévoit un protocole qui prévoit que le pain consacré est mis à bain dans de l'eau, dans un verre d'eau, dans un calice, et puis on attend quelques jours, une semaine, 2 semaines, d'habitude sont suffisantes afin que le pain se dissout dans l'eau. Quand le pain n'est plus visiblement présent, la théologie nous enseigne qu'à ce moment-là, aussi la substance de la présence réelle du Seigneur n'est plus là, et donc on peut jeter de façon respectueuse cette eau. Cette procédure a été mise en place ce jour de mai 1992, mais quelques jours après, voilà qu'il se passe quelque chose d'étrange, de bizarre, parce que comme une véritable explosion d'un matériel rougeâtre qui semblerait du sang et apparaît dans ce conteneur d'eau qui contient encore aussi un morceau de pain consacré. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ces cas pareils, on ne sait jamais trop quoi faire. C'est toujours quelque chose qui met en difficulté un prêtre, un curé, et ses confrères. Quoi faire? À qui en parler? Est-ce qu'on est face à un miracle? Est-ce qu'on est face à un fait naturel, à une contaminaison, comme on verra plus tard? Eh bien, à Buenos Aires, dans la paroisse de Santa Maria de Avenida La Plata, ils ont la chance d'avoir des paroissiens qui sont aussi des médecins. Et donc, ils s'adressent à une doctoresse qui est une hématologue, qui s'appelait Adelma Miriam Segovia de Sazotte. Qu'est-ce qu'il fait un hématologue, un spécialiste du sang, quand il voit quelque chose qui ressemble à du sang? Elle le prélève, et puis elle fait un frottis, elle le regarde au microscope, et puis elle voit effectivement des globules blancs qu'elle peut même compter et déterminer une formule leucocytaire. Elle le fait pas seulement une fois, mais 2 fois. Et ça... j'en parlerai mieux dans quelques minutes. Et puis on passe à 96. Oui. Voilà, donc ça c'était pour 1992. On a parlé un peu des premières études de la docteure Sazotte, mais le miracle de Buenos Aires est surtout connu pour celui qui a eu lieu en 1996. Donc on est dans une messe célébrée par le père Alejandro Pejet, pareil, une hostie tombe par terre. Selon la procédure habituelle catholique dont a parlé Franco, quand ça arrive, on ramasse l'hostie, on la met dans un petit récipient d'eau qu'on met dans le tabernacle, et ils sont revenus quelques semaines après, donc c'était en août, donc ça s'est passé le 15 août 1996, et 2 semaines après, je crois le 28 août, ils ont, fin août en tout cas, ils ont ouvert le tabernacle et ils ont vu que l'hostie avait été devenue rougeâtre. Et donc c'est là où ça a intrigué la curiosité des scientifiques. Alors pour l'instant, il n'y a pas eu d'études scientifiques tout de suite. Il y a eu une période d'attente un peu mystérieuse, c'est-à-dire que le diocèse apparemment n'était pas pressé de faire reconnaître
le miracle. Et donc ce n'est que en l'an 1999 où les études ont commencé à avoir lieu. Donc en juillet 1999, Monseigneur Bergoglio, donc futur pape François, a enfin donné son autorisation pour soumettre le morceau d'hostie à l'analyse scientifique. Et le docteur Ricardo Castañón Gómez, ancien athée et expert en biochimie et en neuropsychophysiologie, a entamé alors ses recherches le 28 septembre avec la coopération de 2 personnes, Mike Wilsey, qui est un réalisateur de télévision australien, et l'avocat Ron Tesoriero, qui sont là pour faire l'enquête. Et donc, c'est pas eux qui vont étudier les échantillons, parce que ce ne sont pas des scientifiques. Enfin, en tout cas, Ron et Mike ne sont pas des scientifiques, mais ils vont prélever ces échantillons, donc sous caméra, tout est filmé. L'avantage, c'est que Tesoriero a la caméra, donc il est capable de filmer le prélèvement. Et donc, vous voyez ça bien sous les tubes. On a les échantillons qui sont, on les nomme pas, vous voyez, il y a marqué 26 de Augusto 1996 et le jour du prélèvement, le 5 octobre 1999, mais on ne dit pas de quoi il s'agit. Comme ça, cet échantillon, ils vont l'envoyer à l'aveugle. Quand je dis à l'aveugle, ça veut dire sans préciser quelle est la nature de l'échantillon, à des scientifiques différents, pour demander qu'est-ce que c'est. Et donc, le 5 octobre, comme vous voyez, le 5 octobre, il y a le premier prélèvement. Et le 21 octobre, Ron Tesoriero remet les 2 tubes scellés contenant les échantillons au Forensic Analytical Lab en Californie, donc pour une analyse en laboratoire. Et donc, évidemment, pour ne pas influencer les résultats, l'origine des échantillons est cachée à l'équipe des chercheurs qui procèdent à l'aveugle. Et donc, le problème, c'est que, à l'issue de ces analyses en laboratoire, il y a eu des tests ADN qui ont été faits, mais malheureusement, et Franco Serafini expliquera pourquoi après, les tests ADN n'ont pas pu aboutir à donner un profil génétique. Il y a eu des tests qui ont été faits sur 9 séquences répétées d'ADN, appelées les STR, mais en raison de la très mauvaise qualité, l'échantillon qui a passé 3 ans dans l'eau distillée, vous vous rappelez, entre 1996 et 1999, l'échantillon était devenu de très mauvaise qualité et l'ADN ne répondait pas aux tests génétiques habituels. Et donc, c'était un résultat qui ne donnait pas de profil génétique. Mais le docteur Gomez et son équipe ont voulu persévérer et envoyer quand même ces échantillons à d'autres laboratoires indépendants, toujours à l'aveugle, sans leur dire la provenance des échantillons. Et ils les ont envoyés notamment au docteur Laurence. Docteur Laurence que vous pouvez voir ici au microscope, qui analyse ces échantillons à l'aveugle, qui n'est pas un docteur croyant ou quoi que ce soit. Et ce docteur Laurence dit dans une interview filmée le 7 décembre 2000 qu'il voit des globules blancs présents dans l'échantillon et que ces globules blancs étaient actifs et vivants au moment où ils ont été prélevés. Et normalement, ça c'est physiquement impossible parce que le morceau d'hostie a passé plus de 3 ans dans de l'eau distillée. Donc dans de l'eau distillée, c'est quelque chose qui n'est pas du tout propice au développement des globules blancs. Donc les globules blancs auraient dû se désintégrer en l'espace de quelques heures. Et pourtant, ils sont encore là 3 ans après, dans une eau distillée qui ne contient aucun minéral, donc rien susceptible de garder ces globules blancs en vie. Et donc, on a les analyses microscopes, les slide microscopes qui ne sont pas affichés à l'écran, mais on pourra les afficher pour ceux qui sont sur YouTube en différé. Et donc ça, c'est un premier résultat assez choquant. Mais Tesoriero et son équipe, et le docteur Gomez, ont voulu aussi envoyer ces échantillons à d'autres laboratoires indépendants. Donc, ils en envoient en Australie avec le docteur Thomas Loy, à Sydney, l'université de Sydney, avec les docteurs Peter Ellis et John Walker. Et ce dernier estime qu'il pourrait s'agir d'un tissu musculaire. Et le professeur Linoli, dont on a parlé pour Lanciano, comme vous pouvez le voir là en bas de l'écran, on lui a montré des photos de Buenos Aires et il constate lui aussi qu'il pourrait s'agir d'un tissu myocardique. Bon, évidemment, il ne l'a pas regardé lui-même sous le microscope. Et donc, ce que voulait faire l'équipe pour clore définitivement l'enquête,
c'était d'obtenir un avis définitif qui pourrait faire autorité en la matière et trancher de manière définitive. Et donc pour cela, il fallait chercher le meilleur expert de la planète en médecine légale et en pathologie cardiaque. Donc ils ont fait appel au médecin légiste en chef et cardiologue de la Columbia University, qui est le docteur Frédéric Zouguibé, que vous pouvez voir ici avec le microscope. Et donc ce qui s'est passé, c'est que Tesoriero et Mike Willsey sont allés chez lui en 2004 aux États-Unis, à New York, pour le rencontrer, pour un entretien filmé. Et pendant cet entretien filmé, ils ont donné le morceau d'hostie à analyser au docteur Zouguibé, sans lui dire d'où provenait l'échantillon. Et donc le docteur Zouguibé l'analyse au microscope et il dit en direct, donc ça c'est filmé, vous pouvez retrouver la vidéo sur YouTube, on pourra vous donner le lien si ça vous intéresse, mais il nous dit « Je suis un expert du cœur, le cœur c'est mon domaine, c'est de la chair, cette chair c'est du tissu musculaire cardiaque, le myocarde provenant de la paroi du ventricule gauche, non loin d'une zone valvulaire. C'est le muscle qui donne au cœur ses battements et à l'organisme sa vie. Ce muscle cardiaque est enflammé, donc on parle bien d'un muscle du myocarde enflammé, il a perdu ses stries et est infiltré de globules blancs. Tiens, les globules blancs, donc les fameuses leucocytes que le docteur Laurence avait remarqué 4 ans auparavant, en l'an 2000. Et ben, les globules blancs sont toujours présents. Et le docteur Zouguibé dit « Les globules blancs ne sont pas normalement présents dans le tissu cardiaque, ces cellules sont produites par l'organisme et s'échappent du sang pour infiltrer le tissu afin de traiter un traumatisme ou une blessure. Et donc le cœur de la personne dont provient ce tissu a été blessé et a subi un traumatisme. Et il dit ce cœur a souffert et c'est le genre de souffrance que je constate chez les personnes qui ont été violemment frappées à la poitrine. » Donc, vous voyez, ça c'est déjà des choses assez choquantes qui nous font penser à la Passion du Christ, parce que cœur ayant beaucoup souffert, personne ayant été frappé à la poitrine, c'est quand même un langage assez fort qui fait penser à la Passion de Jésus. Et surtout, voilà, donc l'élément le plus frappant, j'insiste, hein, c'est vraiment que les globules blancs étaient encore vivants, en bonne santé, et que Zouguibé les voyait très très bien à l'écran, à la caméra, enfin au microscope. Et donc c'est que après, dans un second temps, où Ron Tesoriero et Mike Willsey ont révélé au docteur Zouguibé qu'il s'agissait d'un morceau d'hostie. Et ça a évidemment stupéfié le docteur Zouguibé. Et alors, en mars 2005, le docteur Zouguibé publie un rapport écrit que vous pouvez voir à l'écran, où il confirme qu'il s'agit bien d'un morceau qui contient du tissu cardiaque, des cellules inflammatoires, et il mentionne même les globules blancs, principalement des leucocytes polynucléaires, et il mentionne aussi qu'il s'agit d'une personne qui a probablement été victime d'un choc violent à la poitrine au niveau du cœur. Donc vous pourrez, là vous avez les rapports en anglais, mais je les ai traduits, je vous les rendrai disponibles sur Internet si ça vous intéresse. Mais voilà, on a des rapports signés en 2005, donc l'année d'après, par le docteur Zouguibé qui confirme l'attestation de ce miracle. Donc voilà, et puis vous pouvez, si ça vous intéresse de voir la réaction de Zouguibé filmée en direct, allez sur la chaîne Reason to Believe et vers 8 minutes, vous pourrez trouver sa réaction qui a été filmée en direct. Et donc évidemment après, ça a suffi pour faire reconnaître, en tout cas les résultats du miracle ont été présentés à Monseigneur Bergoglio, que vous pouvez voir sur l'écran ici, avec le docteur Gomez et Ron Tesoriero, qui confirment que c'est un signe prodigieux qui s'est passé dans le diocèse. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Pas grand-chose, juste là, le rapport que le docteur Castagnon-Gomez a produit en 2005-2006, à l'époque en 2006, et qui a pu donner dans les mains de Monseigneur Bergoglio. Et puis, en synthèse, il nous dit tout ce que ces analyses et les analyses effectuées en 1992 avaient trouvé. Donc, las evidencias corresponden à sang et chair. Et puis, on a démontré la présence de ADN. ADN humain, là, il reprend une expression du laboratoire de génétique qu'on verra plus tard. Et puis là, il cite les mots du professeur Zouguibé. Cette viande, c'est partie du muscle du
cœur en particulier, Zugib explique dans le détail et propose qu'il s'agisse du ventricule gauche, et puis que ce cœur a souffert de traumatisme, ou bien c'est un cœur qui aurait pu avoir subi un véritable infarctus, ou un coup très fort dans la poitrine, ou les deux choses à la fois, disons. Et puis, il répète aussi, ce rapport, le fait incroyable de la présence de globules blancs, encore vivants à l'époque de la réalisation de la lame histologique qui a eu lieu en l'an 2000 pour le matériel qui venait de 96. Et puis, une fois que le matériel est fixé sur la lame, il reste le même. Donc, quand Zugib voit ce matériel, c'est normal qu'il trouve, une fois fixé, la lame histologique, elle ne bouge plus. Mais ce qui est incroyable est qu'après 3 ans en eau distillée, ce tissu montre, et on le verra plus tard, encore des globules blancs encore en bonne santé, encore reconnaissable, dont on peut reconnaître les leucocytes peuvent être granulocytes, macrophages, eosinophiles, etc. Et donc on arrive à établir aussi la véritable nature de ces tissus. Un globule blanc, d'habitude, se dissout et meurt en quelques... Là, dans la narrative, on dit quelques minutes. En fait, non, quelques jours, mais quand même 3-4 jours, et on ne reconnaît plus un neutrophile d'un monocyte. Tout devient quelque chose qui se dissout. Ça, c'est le cas si on fait une prise de sang, donc du sang séparé d'un corps humain, ou bien après la mort d'une personne. C'est une technique que les médecins pathologistes utilisent pour dater la mort d'un cadavre. Vous savez, dans la médecine légale, c'est important de connaître face à un corps d'une personne décédée, pouvoir établir si elle est décédée aujourd'hui, hier, il y a 4 jours, il y a 6 jours. C'est très important parce que ça a des conséquences légales évidentes. Et donc, ils emploient aussi une technique pour dater la mort d'une personne, c'est aller voir à quel point est la dissolution des différentes populations de globules blancs. Donc, 2, 3, 4 jours et les globules blancs se dissoudent. Comment est-ce qu'on peut retrouver des cellules encore bien faites? On les verra plus tard dans des autres images après 4 ans. Ça, c'est un véritable... Et donc, ça, c'est le dossier produit par le docteur Castagnon et ses collaborateurs australiens. Donc voilà, on va passer à un 3e miracle, donc plus récent cette fois-ci, qui date de 2006. 2006, la fameuse année où est mort Carlo Acutis. Donc là, c'est le 22 octobre 2006. Ça se passe dans la petite ville de Tixla, au Mexique. Et donc, c'est pendant une messe, il y a plus de 600 personnes qui participent à un week-end de retraite spirituelle animé par 2 prêtres, les pères Roque et Raito. Et au cours de la messe, il y a 2 religieuses qui aident à distribuer la communion. Et soudain, une des religieuses voit en larmes comment dire, elle se met à pleurer parce qu'elle voit dans le calice une hostie ensanglantée où il y a vraiment du sang qui coule dessus. Et on vous montrera les images tout à l'heure, mais vous verrez tout à l'heure quand on les montrera que voilà, il y a vraiment du sang sur l'hostie pendant la messe. Donc là, ça n'arrive pas 1 ou 2 semaines après, quand ça a été mis dans de l'eau dans le tabernacle, c'est instantané. Ça arrive pendant la messe, comme un petit peu ce qui s'est passé à l'Anciano. Donc vous avez la photo, on vous la montrera tout à l'heure, avec le prêtre qui tient l'hostie pendant la messe ensanglantée. Et donc, évidemment, une procédure s'entame, l'évêque du lieu est prévenu, il y a une enquête scientifique qui se met en place, et les résultats des analyses
qui sont données. Donc l'analyse a commencé à avoir lieu en 2009, donc 3 ans après. Et donc on a un premier résultat qui nous dit qu'il y a du sang humain qui a été retrouvé sur l'hostie. Du sang humain, non seulement du sang humain, mais ce groupe sanguin a été aussi de type AB. Donc ça a été confirmé par 2 laboratoires indépendants, donc le Corporativo Médico-Légal au Mexique et le laboratoire GeneX en Bolivie, qui démontrent par des techniques d'immunohistofluorescence la présence des antigènes A et B dans les tissus examinés. Et donc, un des laboratoires, le laboratoire GeneX, a pu établir que non seulement le groupe sanguin était AB, mais que le résus était négatif, donc RH négatif. Donc ça, c'est encore plus rare. On vous parlera tout à l'heure des statistiques, mais le groupe sanguin AB compilé avec un RH négatif, c'est très rare à trouver sur Terre. Troisièmement, on a pu aussi observer qu'il s'agissait donc non seulement du sang avec du groupe sanguin AB, mais aussi un muscle cardiaque, comme d'habitude. À chaque fois, c'est un myocarde. Donc, on retrouve un morceau strié du myocarde qui avait dû beaucoup souffrir ou subi un traumatisme avec un stress physiologique intense. Et un élément très frappant, c'est qu'on a pu montrer, et ça Franco pourra expliquer pourquoi tout à l'heure au plan scientifique, mais que le sang présent sur l'hostie, il n'a pas pu être ajouté par un fraudeur en dehors qui voudrait déposer du sang par-dessus, parce qu'on a pu montrer que le sang provenait de l'intérieur de l'hostie. Vous voyez, l'hostie, elle fait peut-être 1 millimètre d'épaisseur, et on a pu montrer par des techniques ultra puissantes, avec des microscopes numériques et puis et un balayage infrarouge, que le sang frais était présent dans la portion tachée de l'hostie sous la couche superficielle de sang visiblement coagulé. Donc 2 laboratoires différents, encore une fois, indépendamment, à l'aveugle, ont pu établir ces résultats et montrer que le sang provenait de l'intérieur de l'hostie, ce qui est impossible pour un fraudeur. Vous pouvez saupoudrer du sang à l'extérieur si vous voulez, mais vous ne pouvez pas le faire provenir de l'intérieur de l'hostie. Donc ça, humainement, c'est même pas trucable par quelqu'un. Et enfin, évidemment, comme à Buenos Aires, la présence de globules blancs, de leucocytes, a aussi été détectée. Coïncidence. Voilà. Donc, peut-être tu veux détailler un petit peu ce que je viens de dire. Mais oui, je pense que Tixla est le miracle eucharistique de l'époque moderne le mieux étudié. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que chaque étude qui est une étude histologique, et puis immunohistologique, et puis génétique, et puis la recherche du groupe sanguin, tout ça est exécuté 2 fois en 2 laboratoires différents entre Centre-Amérique et Amérique du Nord, et puis avec cette technique aveugle justement ces échantillons, l'origine de ces échantillons n'est pas révélée tout de suite aux laboratoires qui doivent s'en occuper, justement pour garantir pour donner de valeur et garantir l'impartialité des études. Et là, par exemple, je vous montre la première page du dossier qui est complet en 4 pages du laboratoire PatMed, qui est un laboratoire en Guatemala. Et puis là, il y a des images sur lesquelles on reverra encore. Vous voyez, c'est du sang avec des globules blancs, encore bien vivant, bien reconnaissable. Et là aussi, les études de Tixla ont été faites à partir de 2009, 2010, 2011, tandis que le miracle s'est passé. La hostie a saigné le 22 octobre 2006, donc 3, 4, 5 ans avant. Et on disait justement, c'est pas seulement l'année de la mort de Carlo Acutis, c'était aussi 10 jours après sa mort que ça a eu lieu au Mexique. Et donc,
c'est un dossier complet qui nous parle à peu près de même. Ce qui est intéressant dans les miracles eucharistiques, c'est ce fait qu'on retrouve toujours le même schéma qui se répète. Et ça, je trouve très rassurant. Donc, on trouve toujours du tissu musculaire cardiaque qui montre des signes de souffrance, et puis du sang qui appartient à l'habituel groupe sanguin AB. Et puis on trouve ces cellules qui étaient encore vivantes au moment du prélèvement, et donc ont des noyaux un good shape qui sont dans lesquels on pourrait s'attendre d'obtenir une analyse génétique de bonne qualité, mais qui au moment de l'analyse génétique feront quelque chose d'assez bizarre, comme on verra. Et puis il y a aussi, comme on vient de dire, à Tixla, un supplément d'analyse de genre chimique et physique, pour essayer de démontrer en fait que le sang est parti de l'intérieur du pain. C'est pas du sang qui a été rajouté en haut. Donc peut-être qu'on peut passer au miracle de Sokolka. Oui. Donc là, on est 2 ans plus tard, on est en Pologne. Donc c'est le 12 octobre 2008, et on est dans une petite église à Sokolka, justement, dans l'église Saint-Antoine de Padoue. Et la messe célébrée à 8h30 par le prêtre Philippe Zodrowski. Il célèbre la messe, pareil, une fidèle fait tomber une hostie par terre, et le prêtre la ramasse, et évidemment il applique la procédure habituelle, il la met dans de l'eau, et puis on attend plusieurs jours, et puis le 19 octobre, donc une semaine plus tard, vers 8h du matin, la sacristine et religieuse Julia Dubowska ouvre le coffre-fort et sort l'hostie, et constate qu'elle est partiellement couverte d'un caillot rouge qui ressemble étrangement à une tache de sang. Et donc sœur Julia appelle immédiatement le prêtre de la paroisse, et puis le père arrive, et ce sont les 2 seuls à avoir la clé du coffre-fort. Puis le prêtre informe l'évêque du lieu évidemment, et le 30 octobre, donc peu de temps après, le reste d'hostie est déposé sur un petit linge blanc, un corporal. Donc on prélève la partie rouge sur l'hostie et on le dépose sur un linge blanc. On vous montrera les photos tout à l'heure, c'est assez impressionnant. Et on a 2 docteurs qui sont sollicités pour analyser ce morceau d'hostie. On a les docteurs Sulowski, le docteur Stanisław Sulowski, qui est un brillant professeur du département de pathomorphologie générale, donc c'est celui qui est sur la droite. Il est expert en immunohistochimie des tissus néoplastiques, et il a publié 286 publications scientifiques sur le site PubMed. PubMed, c'est l'immense bibliothèque en ligne pour les médecins et les chercheurs à travers le monde qui partagent leurs publications scientifiques. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu de manière internationale pour ses publications dans son domaine, donc quelqu'un de très qualifié. Et on a la professeure Maria Sobaniec-Lotowska, qui travaille aussi dans le département voisin de pathomorphologie médicale, et elle a principalement travaillé sur les pathologies et la gastro-entérologie. Et pareil, elle a 115 publications sur PubMed, donc c'est quand même 2 grands intellectuels, 2 scientifiques de haute volée qui s'apprêtent à étudier l'hostie. Et donc, ce qu'ils remarquent, c'est qu'ils ont des résultats qui sont obtenus séparément. Ils remarquent que c'est du tissu myocardique, ou du moins de tous les tissus d'un organe vivant, le myocarde est celui qui lui ressemble le plus. Pourquoi ? Parce que les fibres ont des noyaux centrés, et au microscope électronique, on peut reconnaître des ébauches de disques intercalaires ainsi que des faisceaux de microfibrilles délicates. Et ils affirment aussi qu'il y a des signes de souffrance tels que la segmentation et la fragmentation qui sont présents dans les fibres. Et Franco nous expliquera tout à l'heure pourquoi ce sont des signes spécifiques de souffrance. Le 3e point, c'est que les fibres myocardiques et la substance de l'hostie et du pain sont en contact les uns avec les autres de manière inextricable. Donc ça, vous ne pouvez pas le comprendre maintenant, mais quand on vous montrera l'image tout à l'heure, vous verrez que sur l'image qu'ils ont récoltée, on a
la substance du pain et la substance du myocarde qui sont interpénétrés l'un à l'autre, qui sont collés au niveau microscopique. Et donc, ça ne serait pas possible pour un fraudeur de falsifier ça, parce qu'il y a eu un attachement des deux substances au niveau microscopique. Et donc, même si quelqu'un voulait le truquer, physiquement, il ne pourrait pas, on n'a pas les instruments pour faire ça. Et c'est ça qui a convaincu la professeure Lotowska que c'était surnaturel. Parce qu'il y a un degré d'interpénétration microscopique entre les deux substances qui est tout simplement irréalisable par tout type d'instrument conçu par l'homme disponible actuellement. Donc voilà ce qu'on peut dire pour Sokolka. Est-ce que tu veux dire un mot ou on passe à Legnica? Oui, je peux juste rajouter que la professeure Maria-Elżbieta Sobalnicz-Lotowska, c'est avec elle que l'archidiocèse de Białystok a pris contact et elle a exécuté le prélèvement d'échantillons. Donc elle connaît l'origine de ce qu'elle étudie, mais ce n'est pas le cas de son collègue Sulkowski. Et donc ils travaillent séparément et puis ensemble ils arrivent aux mêmes conclusions. Oui, c'est ça. Donc il y a quelqu'un qui fait à l'aveugle et l'autre qui ne le fait pas à l'aveugle, mais les deux séparément arrivent aux mêmes conclusions, ce qui est très très fort et montre qu'il n'y a pas une forme de biais cognitif qui est en jeu ici. On va passer au dernier cas, Legnica, donc, qui a eu lieu en Pologne en 2013. Donc Legnica, c'est une petite ville polonaise et pareil, on a un scénario identique, quasiment identique, qui se réalise. Donc on est la messe le jour de Noël en 2013 dans cette petite église et une hostie consacrée tombe accidentellement sur le sol, sur un tapis, et le prêtre décide, comme à Sokolka, d'appliquer la procédure et de placer l'hostie dans un calice en métal avec de l'eau du robinet afin qu'elle puisse se dissoudre. Mais encore une fois, la tache rougeâtre apparaît quelques jours plus tard, et donc 2 semaines plus tard, le petit morceau de parcelle colorée en rouge est toujours présent à la surface de l'eau, tandis que le reste s'est maintenant complètement dissous. Et encore une fois, l'évêque est sollicité pour donner son autorisation pour l'enquête. Et cette enquête commence le 26 janvier 2014, où il y a les investigations scientifiques qui sont lancées. Et donc ça y est, on prélève des choses, on prélève des échantillons. On vous montrera les photos tout à l'heure. Et c'est la docteure Barbara Engel, qui est chef du service de cardiologie de Legnica et qui est membre de la commission d'études, qui précise que là, vous avez 15 échantillons différents qui ont été prélevés sur ce fragment d'hostie. Donc c'est encore plus développé que les cas précédents, parce que vous avez 15 morceaux indépendants d'échantillons qui ont été prélevés sur l'hostie, et les procédures d'échantillonnage ont été effectuées en présence de témoins qui photographiaient chaque étape. Et il y a aussi des échantillons de contrôle qui ont été préparés avec des hosties non consacrées. Et évidemment, ces hosties non consacrées, on a fait en sorte qu'elles proviennent du même lot de production que les hosties où il y a eu le miracle. Donc vous avez vraiment une procédure scientifique hyper rigoureuse qui s'est mise en place. Et comme par hasard, comme d'habitude, on remarque toujours, à la suite des études, qu'il s'agit d'un tissu musculaire strié du myocarde. En tout cas, on constate l'origine myocardique du tissu. Donc comme à Sokolka, bien que l'aspect macroscopique de la relique ressemble à un caillot de sang, aucune cellule humaine n'a été aucune cellule sanguine n'a été retrouvée. Donc c'est pas du sang, mais ça reste un myocarde, donc un morceau de cœur. Et là, du coup, on n'a pas étudié le groupe sanguin parce qu'il n'y a pas de sang, mais voilà, c'est bien un myocarde souffrant. Et il est dit qu'il a été découvert dans l'image histopathologique des échantillons de tissus constitués de fragments de fibres musculaires striés en coupe transversale. Et d'après ces scientifiques, cela ressemblait fortement à un muscle du cœur humain avec présence d'altérations fréquemment observées en cas d'agonie. Donc à chaque fois, vous retrouvez ces mêmes éléments, morceaux de myocarde, cœur agonisant, personne ayant beaucoup souffert, et donc c'est présent ici. Je rappelle que ces échantillons ont été analysés en aveugle par 2 laboratoires indépendants, sans qu'on dise à ces scientifiques d'où provenaient ces échantillons, donc indépendamment par 2 instituts médicaux légaux. Donc je dirais que c'est une procédure très très rigoureuse, je rappelle 15 échantillons différents et avec des échantillons de contrôle. Donc bon, voilà, je pense que c'est assez solide. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Franco, ou... Ouais. Non. Alors peut-être qu'on passe à la partie suivante. En fait, le point commun entre ces miracles, si vous avez bien écouté jusqu'à maintenant, à la fois dans Lanciano, Buenos Aires, Sokolka, Tixla, Legnica, à chaque fois, dans ces 5 cas différents, dans des lieux différents,
à des époques différentes, on observe qu'un morceau de pain s'est transformé en morceau de cœur, en morceau de myocarde. 5 fois sur 5, sans aucune exception. Et un cœur souffrant. Et donc, je vais laisser Franco peut-être développer l'aspect scientifique. Pourquoi est-ce qu'on peut dire que c'est un cœur souffrant? Parce que, évidemment, je n'ai pas la compétence, n'étant pas cardiologue moi-même. Oui, parce qu'en fait, déjà, c'est remarquable que 5 fois sur 5, on retrouve cet organe, le cœur humain. Moi, ça me frappe parce que je me dis, mais en fait, vous pouvez imaginer un miracle. Dans les fibres du pain consacré apparaît un morceau de tissu humain, c'est un miracle. Et c'est un miracle, n'importe quel tissu apparaît, mais le fait que c'est toujours du cœur, cela ça ne nous laisse pas indifférents. Mais je me suis posé la question, d'accord, c'est un cœur, mais ce cœur, on l'a déjà dit, on va voir un peu plus dans le détail, c'est un cœur qui souffre. C'est un cœur qui souffre, et dans quel sens? Là, on lisait tout à l'heure ce que le professeur Zugib dit face à la caméra le 20 avril 2004, quand il voit pour la première fois ces lames qui proviennent de Buenos Aires 1996. Eh bien, donc son muscle cardiaque inflammé qui est infiltré par de leucocytes et puis un traumatisme, on le disait tout à l'heure. Et c'est une description qui est franchement frappante. Et juste pour nous, on n'est pas des anatomopathologues, mais vous voyez les images originales sur la à gauche. Je vous montre à côté une image qui n'est pas d'un miracle eucharistique. Quand je mets le carreau vert, signifie que ce n'est pas un miracle, c'est un tissu humain, absolument humain, qui vient de, vous voyez la référence en bas, et c'est un site pour étudiants de médecine. C'est juste pour vous montrer la ressemblance, vous voyez ces fibres élongées de couleur rose fuchsia qui sont les fibres myocardiques nécrotisées, souffrantes, et puis vous voyez tous ces points noirs, c'est les noyaux de globules blancs qui infiltrent, qui inflamment le tissu de Buenos Aires. Donc, si je vous dis que ça, c'est un agrandissement qui provient de ici ou de ici ou de ici, vous voyez, c'est crédible. Et puis aussi, 10 ans après, à Tixla, ce miracle qui a lieu dans cette ville mexicaine, là aussi, on a des lames histologiques qui sont proposées à un cardiologue colombien qui s'appelle Blanquiche Anaya, et il dit, moi je vois des cellules inflammatoires telles que les neutrophiles, les éosinophiles et une cellule vacuolée à caractéristiques macrophages, donc des globules blancs, ainsi que des structures fibrillaires nucléées sujettes à autolyse, et donc les fibres musculaires cardiaques. Un scénario suggestif pour un tissu cardiaque infarctué ou soumis à un stress intense sur lequel est en cours une réponse inflammatoire typique. Donc c'est un langage absolument similaire au langage de Zugib. Et ça c'est très intéressant, le fait de retrouver la même description sur un miracle eucharistique différent qui a lieu à 10 ans de distance dans un autre pays. Et puis encore l'Egnica, le tout dernier fait dont on vous parlait là, le matin de Noël de 2013. Et puis là aussi, vous voyez des fibres myocardiques qui présentent des phénomènes de fragmentation. Encore mieux, on peut le voir dans cette lame. La fragmentation est le fait que la fibre, elle est coupée de façon nette, brusque. Et encore une fois, je vous montre juste pour expliquer
pour donner une image de contrôle, là, ce n'est pas un miracle eucharistique, là, c'est un travail, une étude publiée en littérature médicale, et vous voyez la ressemblance avec ces fibres qui sont coupées de façon nette. Et je me suis posé la question, mais d'accord, donc c'est un cœur qui souffre, mais est-ce qu'on peut dire quelque chose de plus ? De quelle souffrance on parle? Est-ce qu'on peut même peut-être déduire un diagnostic clinique plus précis, considérant que dans les miracles eucharistiques, on retrouve deux aspects qui se répètent. Le premier est celui de l'infiltration leucocytaire, l'inflammation, et puis aussi l'aspect de la fragmentation des fibres. Eh bien, ces deux aspects nous orientent vers un diagnostic bien précis, qui est celui de un genre particulier de souffrance. Cette petite revue nous parle de myocardial staining due to sudden emotional stress, un cœur qui souffre un stress émotif. Et donc, on appelle cela un infarctus du myocarde du type Takotsubo. On emploie maintenant un mot japonais pour décrire ce genre d'infarctus qui ne dépend pas d'une maladie des artères coronaires. L'infarctus habituel, c'est une obstruction d'une coronaire qui dépend des facteurs de risque connus, le diabète, l'hypertension, la fumée de cigarette. Non, ce n'est pas cela le mécanisme. Le mécanisme de ce genre d'infarctus, et donc quand on voit un patient qui se présente à l'hôpital, il a un ECG qui est absolument celui d'un infarctus, puis le symptôme, la douleur à la poitrine, puis le relâche de troponine, c'est un véritable infarctus. Mais quand on va chercher on va exécuter une angiographie, une coronarographie à la recherche de l'obstruction qu'on voudrait ouvrir avec une angioplastie, eh bien, à surprise, on trouve que les artères coronaires sont en bon état. Mais par contre, ce qui s'est passé d'habitude est que cette personne, d'habitude c'est une femme de 50, 60, 70 ans, elle nous raconte que une heure avant, le jour avant, quelques heures avant l'infarctus, elle a reçu un stress énorme. Elle a reçu, par exemple, une mauvaise nouvelle, un deuil en famille, ou bien il y a eu en famille une dispute, il y a eu un accident de la route, il s'est passé quelque chose d'angoissant qui a causé un pic, une relâche de catécholamine, d'adrénaline, de noradrénaline, qui, en excès, on sait qui sont dangereuses pour notre corps et pour notre cœur en particulier. Et donc, voilà que, typiquement, dans ces infarctus Takotsubo, on a le ventricule gauche qui bat encore régulièrement dans sa partie apicale, basale, mais le apex, il est dilaté et il bouge plus. Donc cet aspect vase avec un cou étroit, cet aspect vase du ventricule gauche en systole, c'est le Takotsubo. Les Japonais appellent comme ça un vase que les pêcheurs japonais utilisent pour pêcher des pulpes. L'animal entre, puis il n'arrive plus à sortir, et le pêcheur s'en saisit. Et donc, ce genre d'infarctus qui est assez commun. Je dois dire qu'une fois sur 10, une fois sur 20 dans notre hôpital, un infarctus est un infarctus Takotsubo. Et donc un infarctus qui dépend d'un stress catécholaminique intense. Et c'est un infarctus qui, sur le moyen long terme, a un bon pronostic,
on peut guérir même complètement. Mais dans la phase aiguë, les tout premiers jours, il est franchement dangereux aussi pour la vie. Par exemple, cet infarctus c'est compliqué. Là, c'est un cas clinique, c'est pas un miracle eucharistique. Vous voyez, c'est une publication dans la littérature où un infarctus d'Akotsubo, c'est compliqué avec la rupture du cœur et la mort du patient. Et là, ce sont des images de son autopsie. Et vous voyez encore une fois l'infiltration de globules blancs, tous les petits points noirs, ce sont les noyaux des globules blancs. Et puis aussi à la fragmentation, la sédimentation de ces fibres. Et puis encore un autre cas et un autre encore. Pourquoi je ramène votre attention sur cette situation un peu rare qui est la mort qui suit un infarctus d'Akotsubo selon un mécanisme de rupture du cœur. Parce que je me suis rendu compte que on parle de plus en plus de ce mécanisme comme un mécanisme possible pour expliquer la mort de Jésus de Nazareth sur la croix, un mécanisme final qui rend raison aussi des contes de la Passion dans les 4 évangiles, où on voit que Jésus est encore bien en soi. Il parle jusqu'à la dernière minute, et puis il y a un événement final aigu qui les évangiles nous décrivent comme un cri, et puis il penche la tête, et puis il est mort. Donc ce n'est pas une mort graduelle. Jésus ne va pas en coma ou perd pas de conscience, mais donc un mécanisme qui nécessite une cause cardiovasculaire. Alors, dans le monde de la syndonologie et aussi dans la tentative d'expliquer cette chose mystérieuse qui est la sortie de sang et eau du côté de Jésus avec le coup de lance dont on parle le 4e évangile, eh bien, on arrive à expliquer tout ça de façon assez élégante selon cette théorie de la rupture du cœur, un cœur qui se fissure à cause d'un infarctus, donc un infarctus d'Akotsubo, pas un infarctus qui dépend des coronaires. Les coronaires, un homme qui a 30 ans d'habitude a des coronaires encore intacts, mais si le cœur s'ouvre et donc vous avez une fissuration, voilà que vous avez une sortie d'une bonne, je dirais même 500 centilitres de sang, un demi-litre de sang se répand dans le péricarde. Il ne se répand pas dans le thorax, il est contenu dans cette feuille qui recouvre le cœur. Et puis donc à ce moment-là, la circulation s'arrête et le patient décède parce que le cœur ne peut plus bouger, ne peut plus ni se dilater, ni se contraire. Donc il suit tout de suite la mort du patient. D'habitude, si cela arrive à un patient qui est dans notre hôpital ou qui est chez soi ou qui est dans la route, cette personne tombe par terre, allongée. Mais supposons une situation spéciale. Ce cadavre persiste en position verticale. Et bien sûr, je suis en train de penser à la croix. En quelques heures, en situation de stress et d'acidose, ce sang se répartit en deux. Vous voyez, en 2 couches. La partie inférieure, plus lourde, qui est faite surtout de globules rouges, et puis une partie supérieure, plus transparente, plus siéreuse. Et si, là, je suis en train de citer le sensuaire de Turin, on donne un coup de lance sur le 5e espace intercostal droit, un coup de lance qui ouvre ce hémopéricarde. Voilà que par gravité, un témoin pourra voir sortir en séquence quelque chose qui ressemble à du sang, et puis après, séparément, à de l'eau.
Donc voilà, je me rends compte, ce sont des descriptions assez désagréables, mais ça me semble intéressant de partager cette hypothèse qui met ensemble et qui met d'accord l'histologie des miracles eucharistiques, les contes de la Passion et puis le Sanctuaire de Turin. Et voilà, donc je voulais partager cette hypothèse. Tu dis un truc sur... Oui, un deuxième aspect qu'on retrouve dans le cœur, c'est que, on l'a déjà dit, on retrouve ce leucocyte actif et vivant au moment du prélèvement, comme dit le docteur Lorenz. Et ça, c'est un aspect franchement intéressant, dont on vient d'en parler. Et aussi, le professeur Zughib répète cette... À Tixla aussi, on avait l'image d'un macrophage qui est... Vous voyez, vous pouvez peut-être reconnaître cette cellule presque carrée qui est pleine de matériel lipidique. Et c'est une cellule franchement en bonne santé qui vient de manger de lipides. Et donc, c'est une cellule qui est fixée dans un moment de sa vie. Vous voyez, la partie, cette corniche, cette chose qui ne se colorie pas, ça, c'est cette structure un peu comme une éponge et du pain. C'est le tissu végétal du pain. Vous voyez donc aussi, à Tixla, il y a cette interpénétration qui est microscopique entre le tissu humain et le pain, le tissu végétal. Et bon, ça c'est juste pour montrer qu'est-ce que c'est un macrophage. Donc, très bien. Donc on peut passer juste un dernier mot sur peut-être le sang. Donc on a vu dans ces miracles que dans certains d'entre eux, il y avait du sang qui apparaissait, donc Lanciano et Tixla en particulier, et puis Buenos Aires pour les cas en moins de 1992. Peut-être que, vu qu'on a déjà un peu parlé de ça, on peut parler surtout du groupe sanguin qu'on observe à chaque fois qu'on a fait le test du groupe sanguin. C'était du groupe sanguin de type AB. Alors peut-être que tu veux dire peut-être un mot sur le sang avant de passer au groupe sanguin, comme tu veux. Passer rapidement peut-être. Rapidement, dans le sang qui a été étudié à Buenos Aires, on a pu retrouver 2 fois sur 2 une anomalie dans ces globules blancs qui sont dans le sang à quelques jours de sa comparse sur notre Terre. L'anomalie est cet excès de lymphocytes. Vous voyez, quand on fait une prise de sang, on a toujours... c'est intéressant pour un médecin compter combien de globules blancs, combien de globules rouges, de globules blancs, de plaquettes. Mais dans les globules blancs, c'est intéressant de reconnaître cette proportion parmi les 5 populations qui font les leucocytes, neutrophiles, eosinophiles, basophiles, etc. Et vous voyez qu'il y a une anomalie, il y a un excès de lymphocytes, 2 fois sur 2. Et c'est pas normal, ça peut signifier plusieurs choses, ça peut signifier une infection en cours, il pourrait s'agir d'un enfant, mais il peut s'agir aussi d'une lymphocytose de stress et qui est transitoire. C'est une lymphocytose qui a une caractéristique intéressante. C'est sa dynamicité. Je vous montre ce cas clinique c'est probablement des patients qui viennent qui ont subi un accident de la route. Il s'agit de 17 patients. Et vous voyez que le premier prélèvement qui a lieu tout de suite dès que le patient arrive à l'hôpital, eh bien, on trouve cette lymphocytose. Mais quelques heures plus tard, au maximum le lendemain, cette lymphocytose n'existe plus. Elle devient son contraire, une lymphopénie. Et donc, cela nous donne une réflexion qui est assez émouvante. Et cela veut dire que si on
on croit à cette hypothèse d'une lymphocytose qui dépend du stress, encore une fois, d'un pic catécholaminique. Eh bien, on se dit, oui, d'accord, ça provient d'un miracle eucharistique, je le sais, j'y crois, je sais que cet homme a été torturé, crucifié, mais cette donnée nous dit que cette torture, cette souffrance a eu lieu maintenant, a eu lieu il y a quelques heures, pas hier, pas il y a une semaine, pas il y a 2000 ans, mais justement il y a quelques heures. Donc l'Eucharistie qui devient une sorte de véritable portal spatio-temporel qui nous renvoie exactement à chaque fois à ce moment-là, à ce moment bien précis, cet après-midi à la veille de Pâques de l'année 30. Donc voilà, et puis pour le groupe sanguin, tu nous disais qu'à chaque fois que le groupe sanguin avait été étudié, on trouvait systématiquement un groupe sanguin AB. Alors peut-être qu'on peut dire un mot sur la répartition des groupes sanguins sur Terre. Vous savez que AB, c'est le groupe sanguin le plus rare, que en moyenne dans le monde, vous avez moins de 5% des gens qui sont AB. Donc la plupart des gens sont O, puis A, puis B, puis AB. Vous avez 1 à 5% de chance. Et il se trouve que quand on fait à chaque fois les analyses, on tombe sur du AB. Ce que montre Franco dans son livre, c'est que ça, c'est non seulement le cas pour les miracles eucharistiques, mais c'est aussi le cas pour les 3 reliques de la Passion qu'on a pu trouver. Donc le linceul de Turin, le suaire d'Oviedo et la tunique d'Argenteuil. Il y a eu des tests scientifiques qui ont été réalisés sur ces 3 objets. Là, ils sont listés sur ce tableau, donc vous les voyez. On a eu 15 tests différents, presque 15 tests différents qui ont été réalisés sur ces 5 objets indépendants qui proviennent d'époques différentes, dans des pays différents. Et à chaque fois que le groupe sanguin a été testé, 5 fois sur 5, vous obtenez groupe sanguin AB, 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 avec une précision pour Tixla, vous voyez AB, RH négatif. Bon, pour les autres miracles eucharistiques et pour les autres reliques, le Rhésus n'avait pas été testé. Mais bref, le fait que ce soit AB tout seul, ça suffit en fait à créer ce que Franco, dans son livre, appelle une bombe statistique. Pourquoi est-ce que c'est une bombe statistique? Eh bien parce que si la probabilité d'être de sang AB, c'est 1 chance sur 20 en moyenne, il n'y a que 5% de gens 5% de chance d'être de sang AB en moyenne, et ben que ça arrive 5 fois d'affilée, hein, de manière indépendante, la probabilité de ça, c'est 1 chance sur 20, le tout à la puissance 5. Et ça fait 1 chance sur 3 200 000. Donc c'est vraiment, vraiment très, très improbable d'obtenir 5 fois d'affilée du groupe sanguin AB sur des tissus et des objets indépendants. D'autant plus que je mentionne que les groupes sanguins ont été découverts vers l'an 1902, début du XXe siècle. Donc avant l'an 1902, avant le XXe siècle, personne ne connaissait l'existence des groupes sanguins. Et donc aucune personne au Moyen-Âge, aucun faussaire, si quelqu'un voulait être un faussaire pour à la fois la tunique d'Argenteuil, le suaire d'Oviedo ou le linceul de Turin ou l'hostie de Lanciano au Moyen-Âge, en essayant de mettre un petit peu de sang dessus, ben, comme il ne connaissait pas l'existence des groupes sanguins, la probabilité qu'il tombe sur une personne de groupe sanguin AB, ben, c'est hyper faible, et que ça arrive plein de fois d'affilée successivement, ça crée des improbabilités statistiques assez dingues. Et donc ça, en soi, ça serait un argument pour la nature miraculeuse du miracle. Et voilà, on a, comme je disais, tous ces tests-là qui convergent à chaque fois AB, AB, AB. Donc ça, c'est une vraie bombe statistique. Oui, chaque ligne de cette diapositive est un test. Donc, quelques tests datés des années 80, et donc c'est des tests sérologiques qui sont sans doute plus faibles dans leur fiabilité, mais quand même, ça c'est plus le cas quand on étudie avec l'immunohistofluorescence ou la cytofluorométrie. Donc c'est une convergence qui est franchement frappante. Et puis on peut se demander pourquoi AB. Là je divague un instant. Dans mon livre, je joue aussi à faire un peu le petit théologien. Je dis parce que si on aurait dû
faire un faux miracle, on aurait choisi un groupe différent, parce que au point de vue transfusionnel, disons, ça aurait été peut-être mieux le groupe de la générosité, non, le donneur universel, tandis que AB, au contraire, c'est le groupe qui peut recevoir de tous les autres, mais qui ne peut pas donner aux autres. Et donc là, je vous lance cette provocation. Et on peut dire peut-être un dernier mot sur l'ADN, parce que vous avez à la fois donc, le myocarde observé 5 fois sur 5, le sang AB observé à chaque fois que c'est testé. Ça, en soi, ça suffirait à conclure à la nature miraculeuse de ces miracles eucharistiques. Après, il y a aussi des tests ADN qui ont été tentés sur ces hosties. Malheureusement, il se trouve que les tests ADN n'ont pas pu aboutir à donner un profil génétique. Parce que vous imaginez bien que si dans 2 miracles eucharistiques différents, on avait le code génétique qui pouvait être détecté et qu'on pouvait comparer les 2 codes génétiques et trouver un profil strictement identique, ça serait une preuve écrasante et case close, comme disent les Américains, donc ça serait vraiment incroyable. Le truc, c'est que quand on a fait ces tests ADN sur ces miracles eucharistiques, notamment à Buenos Aires en 1996, vous vous rappelez du Forensic Analytical Lab, eh bien, vous avez certes un petit peu d'ADN humaine, mais malgré cette présence d'ADN humaine, on n'arrive pas, ça ne répond pas aux tests PCR et les analyses habituelles ne peuvent pas donner un profil génétique de la personne. Et donc, c'est un résultat assez inhabituel. Alors, certains se disent, oui, mais pourquoi ça arrive ? Il y a peut-être des raisons théologiques derrière cela. Peut-être que Dieu ne veut tout simplement pas révéler l'ADN du Christ. Ça serait peut-être dangereux que certains puissent s'amuser à cloner le Christ, par exemple, si on avait accès à son profil génétique. Et donc, il y a une forme aussi peut-être de contemplation du mystère, que Dieu veut rester discret et ne pas trop révéler pour pas trop nous éblouir non plus et garder une forme de mystère. Donc, s'il révélait totalement l'ADN de Jésus, il y aurait plus cette forme de mystère. Mais on peut aussi dire que l'absence d'ADN, c'est l'absence d'ADN sur un morceau de myocarde, c'est un très bon argument contre l'hypothèse de la fraude, parce que si on avait pris un morceau de myocarde à quelqu'un pour justement le remplacer et le faire analyser aux scientifiques, et qu'il y avait eu ces tests ADN, on aurait pu déceler le code génétique de la personne à qui appartient ce myocarde. Et on aurait pu dire, voilà, tel est son code génétique. Et là, quand on regarde les analyses, ça ne répond pas aux tests génétiques habituels. Et ça n'arrive jamais en pratique. Tu veux montrer les autres Oui, ouais. encore les dossiers qui ont été fait sur Tixla au Mexique et en Guatemala. Je vous montre aussi plus dans le détail qu'est-ce que c'est une analyse génétique qui est une analyse qui se concentre sur une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'endroits de ADN humain qui se répètent de façon qui se répètent au hasard selon des répétitions, des polymorphismes qu'on hérite de façon mendélienne du père et de la mère. Donc, vous voyez ici, à gauche, un examen qui est normal, un examen d'essai. Ça, c'est le laboratoire du Guatemala que le 18 octobre 2012 analyse des cellules avec noyaux qui proviennent de Tixla. Mais avant de tester Tixla, avant de tester le tissu miraculeux, d'abord le laboratoire essaye, veut montrer que le kit marche bien. Donc on fait un test d'essai et vous voyez qu'il y a toujours, pour chacune de ces régions, vous voyez toujours deux pics ou un seul pic. Si on hérite 2 fois le même polymorphisme du père et de la mère, on a un seul pic. Donc il y a toujours un pic ou 2. Jamais 0 pic, cela signifierait que le ADN est dégradé et ne marche pas.
à cet endroit-là, et jamais 3 ou 4 ou plus, parce que dans ce cas, on aurait la démonstration qu'il s'agirait qu'il y aurait une contaminaison, l'ADN aussi d'une 2e ou 3e personne. Donc ça, c'est un examen, je répète, normal. Et pas seulement, on dispose aussi de la donnée intéressante du sexe de la personne, parce que la amylogénine, une protéine qui sert pour l'émail de nos dents, se trouve sur le chromosome X et Y. Donc, retrouver un seul pic X en position X. Donc là, il s'agit d'une femme. Bien, ça, le test est fait. Et quelques minutes après, on répète la même analyse sur le tissu de Tixla. Et qu'est-ce qu'on trouve? Je vous mets l'image au pair, et vous voyez, on trouve quelque chose comme ça. On trouve quelque chose d'absolument illisible. Ouais. Illisible. Vous voyez, il y a un bruit de fond, et il n'y a aucun pic. Il y en a un seul ici, une position qui n'est pas une bonne position. Donc, voilà que... Donc, et pourtant, c'était des cellules qui avaient des noyaux, des cellules qui ont été sur Terre pas tellement d'années. Vous savez, on peut faire des tests pareils sur des momies égyptiennes, sur des tissus qui viennent de nécropoles de l'âge du bronze. Donc, quelque chose on pourrait s'attendre de retrouver. Donc, mais voilà que le véritable miracle eucharistique, il fait comme ça. Et pourquoi il fait comme ça? Mon opinion est que cela n'est pas par hasard. Là, c'est aussi une signature comme disait Mathieu tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on ne peut pas reproduire. Si on faisait un faussaire, on trouverait son ADN. Et donc le docteur Castagnan-Gomez, il dit toujours, quand les laboratoires de génétique lui proposent un résultat pareil, il dit, pour moi c'est une bonne nouvelle, c'est la preuve que je suis sur une bonne piste, que probablement ce tissu est un tissu d'une véritable nature prodigieuse, et pas une fausse piste. C'est ça, donc peut-être que... tu voulais dire un mot sur les reliques est-ce que peut-être qu'on peut passer soit aux questions, soit j'aimerais dire quand même un mot sur l'objection des sceptiques maintenant au miracle eucharistique, parce que évidemment quand on présente ce genre de dossier aux athées, évidemment ça les fait bondir de leur chaise, ils se disent non, ça peut pas être vrai, les miracles n'existent pas. Là on a quand même pas mal d'éléments scientifiques objectivement fondés qui justifie une interprétation miraculeuse. La position, ce que j'appelle je distingue entre le bon scepticisme et le mauvais scepticisme. Le mauvais scepticisme, c'est de dire que les miracles sont impossibles a priori, qui peuvent jamais avoir lieu. Et le bon scepticisme, c'est de se dire, ok, ne soyons pas crédules, mais quand il y a suffisamment d'éléments scientifiques convergents dans une même direction, 5 fois sur 5, un myocarde obtenu, à chaque fois du sang de type AB avec des implications statistiques assez énormes, là, la raison nous porte à conclure qu'il y a un vrai miracle. Alors, les sceptiques, parfois, partent d'une forme de dogmatisme idéologique qui part du principe que Dieu n'existe pas, et donc ils en concluent que les miracles sont impossibles en principe. Ce que moi j'appelle un biais naturaliste. Donc moi je répondrai à ça en disant que, à moins de nous fournir une démonstration de l'inexistence de Dieu et d'avoir réfuté tous les arguments en faveur de son existence, l'hypothèse du miracle ne peut pas être rejetée en principe. De plus, il faudrait que dans chaque des 5 scénarios indépendants, la personne incrédule nous présente une hypothèse explicative capable de rendre compte de l'occurrence de ces phénomènes qui ressemblent étrangement à la passion du Christ. Donc en fait, si vous êtes athée, vous avez 2 options face à ces miracles. Soit vous dites, si vous rejetez le miracle, soit il y a l'option de la mauvaise identification, donc les scientifiques se seraient trompés, soit une hypothèse de la fraude, c'est-à-dire que ces gens-là ont voulu nous tromper. Et donc, pour justement montrer que l'hypothèse du miracle est la plus rationnelle, il faut s'attaquer à l'hypothèse de la mauvaise identification et l'hypothèse de la fraude. Donc l'hypothèse de la mauvaise identification,
Ça a été proposé par certains en disant oui, c'est possible que la partie rouge qu'on observe sur l'hostie, ça soit une contamination bactérienne. Et ils font appel à une certaine bactérie qui serait susceptible de contaminer des hosties de pain. Et donc, ce à quoi je répondrai que c'est pas du tout crédible parce que c'est pas possible que tous ces médecins, ces cardiologues, ces immunohistochimistes se trompent tous simultanément quand il s'agit d'évaluer ce qu'est cet échantillon à l'aveugle. Je rappelle que la plupart des analyses ont été faites à l'aveugle par des médecins indépendants dans des pays différents, à des époques différentes. Et donc de croire qu'ils auraient pu tous se tromper et qu'ils sont incapables de distinguer un morceau de myocarde à l'agonie et une contamination bactérienne, c'est tout simplement prendre ces scientifiques pour des débiles. Et je veux bien qu'il y en ait un d'entre eux qui ait pu se tromper une fois, mais de dire que tous ces scientifiques indépendants, dans des pays différents, à des époques différentes, se soient tous simultanément trompés, c'est pas très crédible. Et j'aime bien dans le livre de Franco, à la page 101, Franco nous dit, donc je vais le citer, il est juste à côté de moi, mais je vais le citer, il est bon que le lecteur sache une fois pour toutes qu'une population d'entérobactéries en forme de bâtonnet n'a rien à voir avec un tissu musculaire strié cardiaque. Dès la première année de médecine, dans les cours d'histologie, on apprend aux étudiants à distinguer les différents tissus du corps humain. Si vous ne distinguez pas une contamination bactérienne d'un tissu organisé, vous échouez. C'est comme si l'on reprochait à un pilote de ligne ayant 30 ans d'expérience de ne pas savoir distinguer en altitude entre une piste d'atterrissage et un champ de pommes de terre. Donc vous voyez, c'est dire que tous ces médecins ne sont pas capables de distinguer un morceau de cœur à l'agonie d'une contamination bactérienne, c'est les prendre pour des débiles. Donc cette hypothèse de la mauvaise identification n'est pas crédible, en tout cas pas dans ces 5 cas indépendants. Donc après, il reste l'hypothèse de la fraude généralisée. Donc ça, c'est ceux qui disent, dans chacun de ces 5 cas indépendants, il y a eu une fraude, quelqu'un a voulu frauder. Bon, je trouve pas que c'est crédible parce que du coup, ça impliquerait que les morceaux d'analyse qu'on aurait soumis à ces scientifiques, dans ces 5 cas différents, ça aurait été remplacé par des morceaux de myocarde qu'on aurait prélevés chez des patients à côté. Et donc, dans ces 5 cas différents, une équipe de fraudeurs aurait à chaque fois réussi à faire une entourloupe pour donner aux scientifiques à analyser des morceaux de myocarde provenant d'une autre personne. Et je ne pense pas que c'est crédible d'envisager qu'une fraude de chrétiens machiavéliques aurait pu être orchestrée dans ces 5 cas indépendants, dans des pays différents, à des époques différentes. On peut prendre chacun des 5 cas pour voir si une fraude aurait été possible. Pour Lanciano, une fraude, même si une fraude avait été tentée par quelqu'un, elle n'aurait pas été réalisable matériellement au Moyen-Âge parce que le docteur Linoli nous dit « À supposer que l'on ait prélevé le cœur d'un cadavre, j'affirme que l'on ait prélevé ce morceau d'un cadavre, j'affirme que seule une main experte en dissection anatomique aurait pu obtenir une tranche uniforme d'un viscère creux et tangentiel à la surface de ce viscère, comme le démontre le cours longitudinal de façon prédominante des faisceaux des fibres musculaires. Et il nous dit de plus, si le sang avait été prélevé sur un cadavre, il se serait rapidement altéré par déliquescence et putréfaction. Donc, matériellement, la fraude aurait été impossible à réaliser au Moyen-Âge, et en plus, le fraudeur aurait dû prendre du sang AB pour le faire, ce qui est, on l'a dit, très improbable. Pour Buenos Aires, certains ont envisagé l'hypothèse d'un complot généralisé par les enquêteurs Ron Tonciero, Mike Wilsey, Ricardo Castañón Gómez. Et donc, d'après cette théorie, ils auraient voulu remplacer le morceau d'échantillon à analyser, non pas par un morceau d'hostie, mais par un myocarde. Mais du coup, ça explique pas pourquoi tous ces médecins différents, à savoir le docteur Lawrence en l'an 2000, les docteurs John Walker, Linoli et Frédéric Zougibé aient dit observer ce qu'ils aient observé. Parce que, enfin, ok, ils auraient pu prendre un morceau de myocarde pour le remplacer sous la lame qu'étudiait Zougibé. Donc, quand vous voyez tout à l'heure la vidéo, on vous a pas montré la vidéo, mais vous pouvez la retrouver sur YouTube. Vous verrez le docteur Frédéric Zougibé qui analyse cette lame en disant que c'est du myocarde. Et donc, si ils avaient voulu frauder, ils auraient dû
soit tuer quelqu'un pour obtenir un morceau de myocarde à l'agonie. En tout cas, il devrait y avoir encore les leucocytes, donc les globules blancs qui, comme l'a dit Franco, ne survivent que quelques heures ou peut-être quelques jours en dehors de l'organisme. Donc en tout cas, c'est compliqué d'arriver quand même d'envisager une telle fraude. Et ils auraient dû faire aussi la même chose pour le docteur Laurence 4 ans plus tôt. Parce que le docteur Laurence, lui aussi, a dit voir les globules blancs. Donc c'est très très difficile et farfelu d'imaginer une telle hypothèse pour Buenos Aires. Pour Tixla, c'est dommage qu'on n'ait pas montré les images, mais pour Tixla, tout à l'heure, on vous avait dit que les scientifiques ont pu montrer que le sang provenait de l'intérieur de l'hostie. Donc là, même si quelqu'un avait voulu réaliser une fraude, ils n'auraient pas pu physiquement parce que le sang provenait de l'intérieur de l'hostie. Donc même un fraudeur, matériellement, ne pourrait pas faire en sorte que le sang provienne de l'intérieur de l'hostie. À la limite, si quelqu'un veut frauder, il doit mettre le sang à l'extérieur de l'hostie, mais ça ne peut pas provenir de l'intérieur. Et puis pour le miracle de Sokolka, c'est dommage qu'on n'ait pas montré les photos, mais on les affichera à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube. Vous avez le morceau de pain et le morceau de cœur qui sont interpénétrés, et donc qui sont interpénétrés au niveau microscopique. Et donc un fraudeur n'aurait pas pu frauder ça parce que c'est même pas réalisable avec nos technologies scientifiques actuelles d'interpénétrer au niveau microscopique la substance du pain, de l'hostie consacrée, et la substance du myocarde. Donc matériellement, ça serait irréalisable, même si quelqu'un voulait entreprendre une fraude. Et puis pour l'EGNICA, ça serait très difficile aussi, parce qu'il y a eu 15 échantillons de contrôle qui ont été prélevés. Et donc, voilà, je pense que si on veut une hypothèse simple et unificatrice qui est capable d'expliquer l'ensemble de ces 5 cas indépendants dans des pays différents, à des époques différentes, par des médecins différents, l'hypothèse simple, unificatrice, c'est que, en l'occurrence, il y a eu un miracle réalisé par Dieu dans ces cas-là. Sinon, on est contraint d'envisager des hypothèses farfelues dans à chaque fois ces 5 cas indépendants. Donc voilà ce que je dirais pour répondre à l'hypothèse de la fraude. Je dirais qui peut honnêtement croire qu'une machination a eu lieu dans ces 5 cas différents analysés indépendamment. Je pense que c'est un refus de voir la convergence des faits. Là, on a une convergence absolue des faits, je le rappelle, 5 fois sur 5 du myocarde, et à chaque fois que le sang a été testé, groupe sanguin AB. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut de plus si vous voulez pas croire, libre à vous, mais je pense que ce qu'on a ici est amplement suffisant pour conclure à un miracle. Tu veux rajouter quelque chose, ou peut-être certains ont des questions? Oui, on va passer à la session de questions-réponses. Alors, on a peut-être, est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce que sur Internet, il y en a pas mal? Non, on va commencer par Internet, comme ça vous laisse le temps de réfléchir à des questions. Oui, je prends Internet et puis après je viens vers vous. Alors, on a une question de Seyadama qui dit: est-ce qu'un tissu cardiaque humain peut apparaître naturellement dans une hostie, même par contamination, ou est-ce qu'il existe une explication médicale naturelle crédible? Absolument pas. Du pain, c'est du pain, et un tissu humain ou animal, même animal, c'est autre chose. Bien sûr, c'est pas possible. Très bien. Alors, il y avait une question au fond. Je vais venir vers vous. Il faut la poser dans le micro, comme ça, ceux qui nous suivent sur Internet vont vous entendre. Merci bien. Bonsoir, merci bien, messieurs, pour tous ces témoignages et cette conférence. Ma dernière question concernait les fraudes. Je n'ai pas très bien compris, peut-être pas bien entendu. Qu'est-ce qui fait qu'il est impossible d'avoir des fraudes parce qu'on n'a pas le temps de pouvoir opérer la manœuvre ou pas? Alors pour Lanciano, faire une fraude comme ça au Moyen-Âge, ça aurait été quasiment impossible. Parce que justement, comme disait le professeur Linoli, le sang se serait liquéfié et putréfié. Et puis la citation de Linoli que j'ai citée tout à l'heure expliquait pourquoi la fraude était matériellement irréalisable pour le cas de Lanciano. Et après, pour le cas de Sokolka, ce n'est pas possible parce que on l'affichera à l'écran pour ceux qui sont sur Internet, mais vous avez la substance de l'hostie consacrée et la substance du myocarde qui sont interpénétrées au niveau microscopique. Et donc, c'est pas possible physiquement
de frauder ça. Vous ne pouvez pas attacher un morceau de myocarde à un morceau de pain et qui a un degré d'interpénétration microscopique au niveau des deux qui soit emboîté. Physiquement, si on voulait le réaliser, on n'y arriverait pas. Donc il y a ça. Et pour Tixla, ce n'est pas possible physiquement de faire en sorte que le sang provienne de l'intérieur de l'hostie. Un fraudeur, s'il veut mettre du sang, en particulier du sang AB, s'il arrive à aller dans un hôpital pour, je ne sais pas, récolter un morceau de sang sur un patient, déjà, la probabilité qu'il trouve du sang AB est très faible, et en plus, s'il voulait en saupoudrer sur l'hostie, ça expliquerait toujours pas pourquoi le sang provient de l'intérieur de l'hostie. Parce que l'hostie, elle fait 1 mm d'épaisseur. Et donc, c'est physiquement impossible de faire provenir le sang de l'intérieur. Donc, même si quelqu'un voulait réaliser une fraude, ça serait tout simplement irréalisable. Eucharistique, je me pose la question de la technicité qui permet de voir que le sang provient du cœur de l'hostie. De l'intérieur ? De l'intérieur. Mais, en fait, je suis arrivée un peu en retard, donc j'espère que vous ne l'avez pas développé avant. Mais Tu veux développer ça ? La question, c'est comment est-ce qu'on sait que le sang provient bien de l'intérieur de l'hostie, c'est bien ça ? Voilà, quelle technicité permet de... Dans le cas des Tixla. D'identifier... Dans le cas Tixla. Mais c'est parce que avec des techniques qui sont de genre physique, donc c'est pas tellement mon domaine, mais en fait on peut voir dans le livre de Castagnon une image comme deux couches différentes du sang qui a taché l'hostie de Tixla, et puis donc on a du sang qui coagule à la surface, mais du sang qui est encore frais en profondeur, à contact avec le pain. Et donc l'hypothèse que l'on peut faire, c'est que ce sang est dégorgé à partir de l'intérieur du pain. Ce n'est pas quelque chose qu'on a rajouté d'en haut. Il y a des images de faux miracles eucharistiques qui circulent dans le réseau, et là on peut voir même à l'œil que c'est un faux quand on voit que le sang a une épaisseur, on voit que c'est quelque chose qu'on a rajouté d'en haut. Là, ils ont démontré avec des techniques scientifiques que est différente la nature du sang à différents niveaux de l'hostie, de la surface de l'hostie. Malheureusement, ce soir, on a eu une difficulté avec les diapositives. Ça serait plus clair si on pouvait montrer les images originales de Tixla. On les montrera sur la retranscription. Mais je pense que aussi un autre argument contre la fraude que j'ai pas mentionné, enfin que j'ai mentionné tout à l'heure, c'était lié à l'ADN. Le test ADN que vous a montré Franco, voilà ça vous l'obtenez sur aucun autre tissu, aucun autre tissu vivant, vous allez obtenir quelque chose comme ça. C'est quelque chose qui est spécifique au miracle eucharistique. Si c'était une fraude, on aurait obtenu, suite au test génétique, le code ADN de la personne à qui on aurait prélevé ce morceau de myocarde. Donc à supposer que quelqu'un ait voulu réaliser une fraude pour prélever un morceau de myocarde, on aurait obtenu un profil génétique ADN de type celui-là. On n'aurait jamais obtenu un profil comme ça. Ça, c'est inédit, ce n'est pas vu, c'est jamais vu dans l'histoire de la médecine, on est d'accord, ce genre de choses, en dehors des miracles eucharistiques. Ou bien c'est pas un tissu humain. Voilà. Et puis il y a en général une complexité dans ces cas dont on parle ce soir. Cette complexité générale qui bat contre la fraude et la simplification. Alors, on va prendre peut-être 2 dernières questions. Donc, on en a une sur Internet. Si c'est vrai, alors dans ce cas-là, pourquoi l'Église ne permet pas une grosse enquête, une grosse étude scientifique en fournissant à la fois les reliques et ces hosties, de manière à trancher le cas ? Parce que ça serait en gros une preuve indéniable. Au niveau diocésain, c'est le cas. En fait, il appartient à l'évêque du diocèse d'enquêter pour son diocèse. Quand il y a un miracle qui est rapporté, on prévient l'évêque du lieu. C'est lui qui décide ou non de réaliser l'enquête. Et à la fin, quand on lui rapporte les résultats de l'enquête, c'est lui ou non qui choisit de déclarer s'il y a un miracle.
Donc, je ne vois pas trop le sens de la question. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. De dire qu'il n'y a pas d'enquête suffisamment aboutie, je pense que c'est faux. Pour Tixla, on a plein de laboratoires qui sont investis, pour l'EGNICA aussi, à l'aveugle, avec des échantillons indépendants. Enfin, qu'est-ce qu'ils veulent de plus? On peut dire qu'il y a une limite aussi raisonnable dans le... Il faut aussi éviter un excès d'études qui finirait par détruire une relique qui est sacrée pour les croyants. C'est vrai que dans des cas qui sont en cours de reconnaissance, il y a souvent cette problématique. Le scientifique en demande encore, et puis le prêtre, l'évêque ne donne plus d'autorisation. Et c'est une dialectique compréhensible. Et moi, je comprends qu'on ne peut pas, au nom de la science, c'est aussi correct de ne pas trop exagérer dans des études qui finiraient par détruire le tissu miraculeux. Eh bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Non. Bon, votre exposé était complet. Donc, on va remercier nos orateurs de ce soir. Merci Mathieu, merci docteur. Alors, la conférence sera disponible donc sur la chaîne YouTube 1000 raisons de croire. Et dans le cadre du projet des 1000 raisons de croire, on continue donc à avoir des débats avec des athées lorsqu'ils se présentent. Mais le prochain débat aura lieu sur Jeanne d'Arc entre Olivier Bonassi et Thomas Guénolé. Ce sera le 17. Ah, il y a des gens qui sont mieux informés que moi. Donc le 17, dans cette même salle et en rediffusion sur Internet. Mais privilégiez de venir, comme ça vous pourrez poser vos questions en direct. Et puis c'est encourageant pour les orateurs lorsque la salle est pleine. Merci à vous. Rentrez bien. À bientôt.